Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais vous faire mon analyse et mes explications par rapport à la bande-annonce du dernier Hunger Games Lever de soleil sur la moisson qui est sorti jeudi dernier. La bande-annonce de Lever de soleil sur la moisson, donc le film adapté de ce livre de Suzanne Collins, est sorti donc le 20 novembre, un an pile poil, jour pour jour, avant la sortie du film. Sachant que le livre n'était sorti qu'en mars dernier, donc on a eu la bande-annonce très rapidement et surtout très tôt par rapport à la sortie du film. En plus de la bande-annonce, on a aussi eu la révélation d'une des affiches du film. Donc je trouve qu'à un an avant la sortie du film, on a déjà beaucoup d'informations, et donc moi de voir la bande-annonce, ça m'a donné envie de tout analyser et de vous faire une explication complète un peu de la bande-annonce, en partant du livre que moi j'ai lu. Donc si vous n'avez pas lu le livre, ça va vous permettre de peut-être mieux comprendre la bande-annonce. Par contre, il y aura des petits spoils dans cette vidéo évidemment, donc faites attention si vous voulez d'ici un an aller voir le film sans avoir aucune information. Ne regardez pas cette vidéo si vous voulez pas être spoilé, mais il y aura juste des petits spoils de temps en temps dans la vidéo par rapport à ce qui se passe dans le livre. Mais les lecteurs du livre, ne vous inquiétez pas, tout ce que je vais dire c'est ce qui se passe dans le livre. Donc il faut savoir du coup que je vais essayer de vous faire une description de la bande-annonce image par image, enfin plan par plan entre guillemets, puisque des fois il y a des plans où j'aurai pas forcément grand chose à dire, tandis que d'autres j'ai énormément de choses à dire. Donc c'est ça va être plan par plan, des petites explications de la bande-annonce. Et pour l'instant, ce que je peux vous dire de mon avis à moi sur cette bande-annonce, c'est que j'ai trouvé assez parfaite et très juste par rapport au livre. On a vraiment l'impression en fait avec cette bande-annonce de plonger dans le livre et de lire le livre, mais en fait c'est une vidéo qu'on voit sur internet. Donc voilà, c'est pour montrer à quel point j'ai trouvé que l'adaptation était bien par rapport au livre qu'on a pu lire en mars. Et Lever de soleil sur la moisson, c'est quand même l'un des tomes Hunger Games les plus importants. C'est notamment dans celui-ci qu'on apprend le plus d'informations, que ce soit sur les rebelles, mais aussi sur le district 12 et sur Panem. Donc c'est vraiment un tome très important, on apprend énormément de choses aussi sur les arènes et les Hunger Games. C'est le tome dans lequel on apprend le plus de choses et un peu le tome le plus important par rapport à toutes ces informations, j'ai trouvé. Et donc je suis trop heureuse de voir que la bande-annonce corresponde si bien au livre. Donc voilà, je vais arrêter de vous parler de mon avis et on se lance tout de suite dans l'analyse de cette bande-annonce. Pour commencer, je vais éclaircir le sujet par rapport à la question comment ça se fait qu'on a une bande-annonce aussi rapidement après la sortie du livre qui était qu'en mars. C'est tout simple, le pourquoi du comment on va avoir un film aussi rapidement par rapport à la sortie du livre. Francis Lawrence, donc le réalisateur de tous les Hunger Games à part le premier, a révélé lors d'une conférence travailler en fait avec Suzanne Collins, donc l'autrice des Hunger Games, depuis 18 mois sur le scénario du film avant la sortie du livre. Donc en fait ils ont travaillé tous les deux sur le scénario du film pendant presque 2 ans ensemble avant même la sortie du livre. Donc c'est ça qui a permis notamment que le scénario soit terminé si rapidement par rapport à la sortie du livre. En fait, pendant que Suzanne Collins elle écrivait le livre, et bien le scénario était en même temps en train d'être écrit par Francis Lawrence et son équipe. Cette révélation nous explique donc pourquoi on a la bande-annonce aussi rapidement et pourquoi aussi on aura le film aussi rapidement, seulement 1 an et demi presque après la sortie du livre. Donc voilà, j'ai trouvé cette révélation de Francis Lawrence assez intéressante par rapport à tout ce qui est en train de se passer, donc je voulais la partager. Mais maintenant, promis, on se met à l'analyse de la bande-annonce. La bande-annonce commence avec un premier plan sur le district 12 à l'époque des 50e Hunger Games. Le premier détail qu'on remarque et qui saute aux yeux, c'est la transformation du palais de justice. Lors des 10e Hunger Games, donc lors de la moisson de Lucy Gray Bird, il n'y avait pas cet édifice et ni le logo de Panem. Donc en 40 ans, le palais de justice du district 12 a évolué, mais on peut aussi voir à quoi il ressemblait 24 ans avant les Hunger Games de Katniss et avant la moisson dans laquelle Katniss a été sélectionnée. Puisque lors de la moisson de Katniss, le palais de justice du district 12 ne ressemble pas à ça, il n'y a pas le logo de Panem en gros marqué sur le mur et c'est seulement un simple drapeau. Donc on peut voir à travers les films Hunger Games un petit peu l'évolution et la construction du district 12. Un autre détail qui saute aux yeux et qui a changé par rapport au 10e Hunger Games, c'est la tenue des pacificateurs qui ne ressemble plus du tout à la tenue que Snow a pu porter lors de son entraînement. Avec cet uniforme, je trouve qu'il y a une évolution par rapport à l'uniforme porté lors des 10e Hunger Games, et on se rapproche de plus en plus, je trouve, avec cette tenue-là, jusqu'à l'uniforme qui est porté lors des 75e Hunger Games. Cet uniforme effrayant, sans visage et déshumanisant finalement. Ces uniformes, ça donne l'impression d'être un petit peu un mélange avec les uniformes qu'on peut voir lors des 10e Hunger Games, puis lors des 74e Hunger Games, puis des 75e Hunger Games. Par exemple, le haut de l'uniforme ressemble à l'uniforme que portaient les pacificateurs lors des 74e Hunger Games, tandis que le casque ressemble au casque qu'ils portaient lors des 10e Hunger Games. Donc déjà, ce petit détail de l'évolution de l'uniforme des pacificateurs, c'est très intéressant à voir dans la bande-annonce, puisqu'on va voir en fait dans ce film l'impact que l'élection du président Snow au pouvoir a eu sur Panem. On va voir tout ce qu'il a pu mettre en place depuis qu'il est devenu président, depuis 40 ans où nous on l'avait vu à seulement 18 ans. Dans la bande-annonce, on a ensuite l'arrivée de Drusilla Sickle, et lors des 50e Hunger Games, elle a le même métier qu'Effie Trinket a lors des 74 et 75e Hunger Games. Drusilla, lors des 50e Hunger Games, il faut savoir que ça fait 25 ans qu'elle a ce métier et donc elle était déjà là au premier jeu d'expiation. C'est d'ailleurs Drusilla dans la bande-annonce qui donne les règles de ces jeux-là d'expiation, puisque comme vous le savez, dans les Hunger Games, tous les 25 ans, pour rappeler un petit peu encore plus la rébellion au district, il y a des jeux d'expiation. Et pourquoi est-ce que c'est tous les 25 ans, ces jeux d'expiation où les règles des Hunger Games se changent? Et bien c'est tout simplement pour que chaque génération d'habitants de Panem assiste à au moins un jeu d'expiation dans sa vie. Et c'est ça, à chaque jeu d'expiation, les règles des Hunger Games se changent,
Par exemple, au 25e Hunger Games, au lieu que les tribus de chaque district soient choisies par hasard, en tirant au sort, et bien lors de ces Hunger Games là, c'était au district de choisir les tribus qu'ils allaient envoyer dans l'arène. Ensuite, lors des 50e Hunger Games, donc les jeux d'Haymitch, comme l'explique si bien Drusilla dans la bande-annonce, et bien le nombre de tribus est doublé. Au lieu d'avoir 24 tribus dans l'arène, et bien il y en aura 48. Donc ça c'était les 50e Hunger Games, et comme on le sait très bien, lors des 75e Hunger Games 25 ans plus tard, les tribus étaient quant à eux sélectionnées parmi les vainqueurs encore en vie des Hunger Games. Voilà, dans la bande-annonce, c'est Drusilla qui nous explique cette nouvelle règle des jeux d'expiation, et je trouve que sa voix et la manière qu'elle a d'annoncer cette règle, et bien ça rajoute une certaine tension à la bande-annonce, et c'est parfait, ça va parfaitement bien avec le personnage de Drusilla. Parce que Drusilla, comme vous l'aurez remarqué avec la bande-annonce, et bien c'est un personnage qui fait peur, c'est un personnage qui est assez terrifiant, et je pense sincèrement que les enfants du district 12 sont effrayés de la voir. Puisque Drusilla, c'est un pur produit du Capitole. Déjà par rapport à son personnage, il y a un changement par rapport au livre, puisque dans le livre, elle n'arrive pas sur un chariot, mais dans le film, ils ont décidé pour accentuer le fait qu'elle a subi trop de chirurgie esthétique pour pouvoir vivre correctement, et bien elle arrive sur un chariot poussé par des gardes. Donc elle arrive sur la scène comme ça, poussée par son chariot, donc ça change par rapport au livre, et on peut voir directement son visage qui a été modifié par la chirurgie esthétique jusqu'à être tiré sur les côtés et à être attaché. On peut remarquer notamment un mécanisme sur sa tête qui permet de tirer son visage au maximum pour pas qu'elle ait de rides, ce qui nous rappelle d'ailleurs le détail qu'au Capitole, les personnes paraissent toujours plus jeunes qu'elles ne le sont en vrai, donc là Drusilla, très clairement, sans chirurgie esthétique, c'est une petite mémé. Mais donc là, j'ai trouvé que dans la bande-annonce, le personnage de Drusilla avait été représenté à merveille, il est joué à merveille, et c'est un personnage qui fait vraiment peur et qui est très bien adapté par rapport à la version qu'on a dans le livre. Et sur la tête de Drusilla, je pense qu'on l'a tous remarqué, mais il y a un corbeau qui est donc synonyme de mort, c'est bien connu, donc c'est un clin d'œil forcément par rapport au fait que c'est elle qui vient sur la scène piocher les tribus au sort pour savoir lesquelles vont être envoyées à la mort. C'est elle qui va sélectionner les tribus qui vont être envoyées se faire tuer. Donc finalement ce corbeau sur sa tête il a du sens, donc ça peut soit signifier ça, un petit peu cette ambiance de mort, et qu'elle emmène la mort jusqu'au district 12, donc il y a ce petit détail là, ou sinon il y a un autre détail, attendez je cherche le livre, voilà, alors attendez je le cherche, là vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi j'ai un recueil de poèmes d'Edgar Allan Poe, mais je l'ai, le Corbeau 95. Alors vous n'êtes pas sans savoir si vous avez lu le livre Lever de soleil sur la moisson que Lénore Dove, la petite amie d'Haymitch, tient son prénom du poème Le Corbeau écrit par Edgar Allan Poe. Dans le livre on retrouve ce poème détaillé à plusieurs reprises. Et donc le poème Le Corbeau, donc ce poème-ci d'Edgar Allan Poe a une grande importance dans le livre, et donc le corbeau que Drusilla a sur la tête pourrait être aussi une référence au fait qu'il y a le poème Le Corbeau dans le livre. Et d'ailleurs moi j'ai aussi hâte de voir l'importance que ce poème va avoir dans le film. Bref, le corbeau que Drusilla a sur la tête, ça peut être soit une représentation de la mort qu'elle emmène dans le district 12, mais aussi un rappel du poème dont Lénore Dove tient son prénom. Puisque Lénore Dove, comme Lucy Gray-Baird, eh bien elle fait partie des Covey, et donc elle tient son prénom, c'est ça, d'un poème. Lucy Gray-Baird tenait son prénom d'une ballade, elle c'est d'un poème, et puis après Dove c'est pour la couleur, puisque chaque Covey a son prénom plus une couleur, par exemple Tam, Amber, Barbe Azur, tout ça. Tous les Covey ils ont leur prénom associé à une couleur, puis ensuite leur nom de famille. Donc voilà pour le corbeau sur la tête de Drusilla, qui comme vous pouvez le remarquer a beaucoup de signification. Ensuite, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais à 13 secondes après le début de la bande-annonce, on peut voir dans la foule d'enfants du district 12, eh bien on peut remarquer Haymitch du côté des garçons, et puis aussi du côté des filles, on peut remarquer May Seeley et Merrily Donner. Donc May Seeley qui va être sélectionnée pour participer aux Hunger Games, et donc on a sa sœur jumelle Merrily qui elle sera plus tard mariée au maire, et elle aura ensuite sa fille Mage qui sera plus tard la meilleure amie de Katniss. Voilà un petit peu l'histoire des sœurs jumelles Donner, et c'est d'ailleurs d'elle que vient le gemme au cœur de Katniss. Bref, c'est tellement intéressant de se plonger dans l'histoire de ses sœurs et de voir un petit peu ce qu'elles ont vécu, et d'ailleurs les sœurs Donner, c'est les meilleures amies de la mère de Katniss, Astrid. Et il y a une nouveauté aussi par rapport au 10e Hunger Games, et qui ne sera plus là lors des 74e Hunger Games, on a des panneaux devant les enfants du district 12, donc des panneaux sur lesquels il y a marqué donc filles âge 12 à 14, et ensuite derrière filles âge 14 à 16, donc c'est des panneaux qui nous montrent un petit peu ce classement qu'il y a par rapport aux enfants lors de la moisson. Donc c'est un classement et des panneaux qu'on n'a pas lors des 74e Hunger Games, ni lors des 10e Hunger Games, donc c'est une nouveauté qu'on a dans ce film-là, pour montrer que c'est organisé. Lors de la moisson, les enfants sont bien parqués, un petit peu entre guillemets, puisque c'est vraiment ça. Il y a également une autre nouveauté par rapport aux autres films Hunger Games qu'on a pu voir jusqu'ici, c'est la couleur des papiers sur lesquels sont notés les prénoms des enfants du district 12. Et bien ces papiers, cette fois-ci, pour ce film-là, ils sont de couleur orange. Donc c'est la première fois que les papiers ont cette couleur-ci, et le orange dans les Hunger Games c'est quand même une couleur assez importante, puisque c'est notamment la couleur du lever de soleil, donc lever de soleil sur la moisson, etc. Mais ça peut être aussi également un clin d'œil par rapport à la couleur préférée de Pita qui est le orange. Bref, les couleurs des papiers ont changé, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, ils sont orange. Directement après avoir vu le logo Lionsgate à l'écran, on arrive dans l'arène des 50e Hunger Games. Et je vous conseille d'aller re-regarder la bande-annonce et d'écouter attentivement, puisque lorsqu'on arrive dans l'arène des Hunger Games, on entend un gemme au cœur siffler. Et c'est très clairement le sifflement que Katniss et
les roux ont appris aux Gemmoker dans le premier Hunger Games, ce sifflement qui deviendra si important lors de la révolte 25 ans plus tard. Donc on entend à ce moment-là de la bande-annonce le Gemmoker siffler, ce qui est aussi un rappel de l'existence de cette espèce, le Gemmoker, qui échappe au contrôle du Capitole depuis tant d'années. Donc c'est très intéressant d'avoir cette présence et ce rappel du Gemmoker dans la bande-annonce. Surtout à ce moment si important de la découverte de l'arène des 50e Hunger Games. La première chose qu'on peut remarquer quand on arrive dans l'arène, c'est la couleur qu'on a à l'écran, cette colorimétrie un petit peu du film qu'on peut remarquer et qui est différente des autres Hunger Games. L'arène a vraiment une couleur totalement différente par rapport aux autres arènes qu'on a vues jusqu'ici, et c'est un petit peu un rappel, je pense, cette couleur totalement artificielle, c'est un rappel par rapport au fait que dans cette arène, les plantes mais aussi la nourriture, tout est toxique, et on ne peut rien manger sans en mourir. Donc je pense que c'est un petit peu un rappel de cette toxicité, cette couleur qu'on a à l'écran, c'est différente des autres fois. Et vu que c'est des jeux d'expiation, vu que c'est des jeux très importants, et bien tout change dans ces Hunger Games là. Déjà on peut voir la beauté de l'arène, la grandeur de l'arène également, mais aussi la corne d'abondance qui ne ressemble plus du tout à ce qu'on a pu en voir jusqu'ici. La corne d'abondance a un design totalement nouveau, mais également un design qui n'est pas sans rappeler la couverture du livre Lever de soleil sur la moisson. Puisque laissez-moi vous montrer le livre, mais vous pouvez remarquer juste ici les pics qui ressemblent fortement, je trouve, à cette corne d'abondance qu'on retrouve dans la bande-annonce. Mais c'est aussi un design qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la bande-annonce avec les effets qui sont rajoutés à l'écran. Une des choses qui choque avec ces premiers plans sur l'arène, c'est le nombre de tribus, donc on le sait, le nombre de tribus a doublé pour ces jeux d'expiation, mais c'est tout de même choquant de voir 48 tribus autour de la corne d'abondance au début des Hunger Games. On a 24 enfants en plus qui vont mourir dans l'arène. Et grâce à ces premiers plans sur l'arène et ces premiers plans sur les tribus lors des débuts des jeux, eh bien on peut aussi remarquer l'évolution qu'on a eue dans les Hunger Games par rapport au 10e Hunger Games avec Lucy Greybird. Cette évolution, on la remarque notamment grâce aux tenues des tribus. Lors des 10e Hunger Games, les tribus gardaient les tenues qu'ils avaient lors de leur moisson, et dans ces Hunger Games aussi, eh bien les tenues sont très importantes. On commence déjà à avoir des stylistes, du moins des stylistes des personnes qui habillent les tribus, et donc les tribus ont tous une tenue spéciale pour participer aux Hunger Games, et on peut notamment voir un changement de couleur par rapport aux différentes tribus, et à chaque fois, 4 tribus portent la même couleur, c'est tout simplement parce que chaque district, chaque tribu de chaque district a une couleur différente sur sa tenue. Donc notamment le district 12 porte la couleur noire sur sa tenue par rapport au charbon. Je trouve ces tenues très intéressantes pour les 50e Hunger Games, notamment parce que les tribus portent des capes, ce qui pourrait entraver les mouvements, et ce qui n'est absolument pas des tenues pratiques pour le combat. Donc je trouve ça un peu intéressant, ces tenues qu'ils ont mis au 50e Hunger Games, ça montre aussi l'évolution qu'on aura plus tard jusqu'au 74e Hunger Games, et ces tenues qui se veulent plus tard un peu plus pratiques pour les tribus. Mais pour les 50e Hunger Games, apparemment il y en a rien à faire des mouvements des tribus, mais après on peut voir plus tard dans la bande-annonce que cette cape peut se retirer de la tenue. On enchaîne ensuite les plans sur les tribus qui regardent autour d'eux dans l'arène, cette arène qui est juste splendide, qui est magnifique, c'est peut-être la première fois qu'une arène des Hunger Games est aussi belle, donc c'est très intéressant de voir ce passage dans la bande-annonce, passage qui est décrit exactement de la même manière dans le livre. Par contre j'ai un peu de peine pour les tribus qui se retrouvent dans la pente, puisque comme vous pouvez voir, la corne d'abondance est dans une prairie, et il y a certaines tribus qui se retrouvent dans une petite descente, donc pour courir jusqu'à la corne d'abondance, ils vont devoir faire plus d'efforts que les tribus qui sont de l'autre côté, et qui sont dans la descente jusqu'à la corne d'abondance. Donc il y en a qui vont devoir monter, d'autres descendre. J'ai un peu de peine pour ces tribus-là qui commencent déjà avec ce désavantage. On a ensuite l'un des plans qui a le plus dérangé avec cette bande-annonce, c'est un plan qu'il y a sur Panache, donc l'un des 4 tribus du district 1. Et Panache, donc qui est une des plus grandes menaces de ces jeux, donc vraiment souvenez-vous de qui est ce personnage avec cette bande-annonce. Donc on a Panache dans la bande-annonce qui jette sa cape par terre. Donc déjà ça montre un petit peu à quel personnage on fait face, puisque c'est un personnage qui va vouloir pouvoir courir sans être entravé, c'est un personnage qui a très bien compris que la cape c'est pas quelque chose qui allait lui faciliter de courir jusqu'à la corne d'abondance, donc Panache jette sa cape au sol pour pouvoir courir plus rapidement et attraper des arbres plus rapidement et tuer d'autres tribus plus rapidement finalement. C'est un tribut carrière du district 1, ne l'oublions pas. Et donc Panache il jette sa cape au sol, sauf que c'est bien connu dans les Hunger Games, si un tribut descend de son piédestal avant la fin du décompte, eh bien il explose. Il y a des mines tout autour des piédestals des différentes tribus. Sauf que Panache jette sa cape au sol, ce qui aurait dû déclencher les mines et faire exploser Panache. Mais ça ne le fait pas, donc à voir si c'est juste une erreur de la bande-annonce, ou à voir si finalement lors des 50e Hunger Games, les mines autour des piédestals n'existaient pas, ou finalement peut-être que la cape de Panache, qui a quand même l'air d'être lourde, n'est pas assez lourde pour déclencher les mines et qu'il faut vraiment que ce soit un poids d'un être humain. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est un point qui m'a dérangé lorsque j'ai vu la bande-annonce, et j'ai vu que je n'étais pas la seule à avoir vu ce petit détail, mais mine de rien, surtout ça nous montre qui est le personnage de Panache à vouloir se débarrasser de ce qui pourrait le déranger dans sa course jusqu'à la corne d'abondance. Ensuite on a un plan qui nous montre donc Loulou, l'une des tribus du district 12,
pose sur son piédestal avant la fin du décompte. Elle regarde autour d'elle, elle est apeurée. Loulou, c'est un personnage, je vous le dis si vous n'avez pas lu le livre, c'est un personnage qui va énormément vous toucher et c'est un personnage qui révèle beaucoup de questions par rapport au Capitole et par rapport au fonctionnement des jeux et par rapport un petit peu à ce contrôle que le Capitole et les game makers ont sur les jeux et à quel point ils veulent que tout se passe comme ils veulent. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire sur Loulou pour le moment, mais en tout cas on peut la voir et je suis contente de la voir avant la fin du décompte. Ensuite on a un plan sur Ampère, et si vous n'avez pas lu le livre, vous vous dites juste que c'est l'un des plus jeunes tribus des 50e Hunger Games, ok, pourquoi pas. Pour vous ça ne va pas vous marquer si vous n'avez pas lu les livres, mais quelqu'un qui a lu le livre est détruit juste à voir Ampère dans la bande-annonce. Puisqu'Ampère c'est un personnage très important de Lever de Soleil sur la Moisson, puisque c'est notamment le fils de Beatty qu'on peut voir lors des 75e Hunger Games. Beatty qui est donc, on peut se le dire, le personnage le plus intelligent de tout Panem. Et donc Ampère a été sélectionné à Hunger Games, il a été choisi pour être envoyé se faire tuer dans l'arène, tout simplement puisque le Capitole veut faire payer à Beatty ses actes de rébellion. Ampère c'est ça, c'est l'un des plus jeunes tribus de ces 50e Hunger Games, mais c'est aussi l'un des plus attachants, c'est le tribu qui a rassemblé la plus grande alliance jamais créée dans les Hunger Games. C'est un personnage qu'on n'oublie pas après avoir lu Lever de Soleil sur la Moisson et je pense très clairement que c'est un personnage qu'on n'oubliera pas après avoir vu Lever de Soleil sur la Moisson. Ensuite, c'est à 44 secondes après le début de la bande-annonce qu'on voit Haymitch Abernathy face à la caméra pour la première fois. Et donc Haymitch Abernathy, dans ce plan, il regarde Ampère qui regardait donc Haymitch puisqu'ils ont leur mission à tous les deux qu'ils ne doivent pas oublier. Donc ils se regardent tous les deux et on peut remarquer qu'Haymitch sur ce plan a déjà une blessure sur la joue, donc à voir d'où cette blessure peut provenir, mais en tout cas on voit Haymitch pour la première fois sur ce plan. Il regarde une dernière fois Ampère avant de se concentrer sur la corne d'abondance. Sur ce plan-ci commence ensuite le décompte pour annoncer le début des 50e Hunger Games. Et lors de ce début du décompte, on a un changement de cadrage à image, ce qui n'est pas sans rappeler le changement de cadrage qu'on a déjà vu lors des 75e Hunger Games avec Katniss. Donc dans le deuxième film, dans le film L'Embrasement, et bien lorsque Katniss arrive dans l'arène, et bien le cadrage change jusqu'à prendre toute l'image pour qu'on soit vraiment dans les jeux avec Katniss. Donc ce changement de cadrage avait beaucoup été remarqué lors de la sortie du deuxième film Hunger Games, et donc là ce changement de cadrage a aussi beaucoup fait parler de lui, puisque ça rappelle forcément ce qui s'était passé avec le deuxième film. Donc on a ce changement de cadrage au début du décompte. Ensuite dans la bande-annonce, pour chaque chiffre du décompte jusqu'à 0 pour lancer les 50e Hunger Games, eh bien on a une image différente, on a l'image qui change, et c'est très intéressant ce qu'on peut remarquer dans ce décompte. Déjà au chiffre 10, on a le personnage de Panache, donc du district 1, qui se prépare à courir jusqu'à la corne d'abondance. À 10 secondes avant le début de Hunger Games, Panache, il est déjà prêt. Au chiffre numéro 9, on retrouve donc la tribu du district 12, Macy Lee Donner, donc la meilleure amie de la mère de Katniss, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Ce qu'on ne peut pas s'empêcher de remarquer, c'est sa coupe de cheveux, qui n'est absolument pas décrite comme ça dans les livres, mais c'est très important et je trouve ça très bien qu'il lui ait mis cette coupe de cheveux, puisque c'est la même que porte la Macy Lee du fan-film Hunger Games, le plus vu de la fandom Hunger Games. C'est un fan-film de 12 minutes qui a rassemblé plus de 14 millions de vues en 14 ans. C'est un fan-film sur les jeux d'Haymitch, et donc dans ce fan-film, Macy Lee, le personnage de Macy Lee, porte cette coiffure, donc avec la frange ainsi que la tresse. Et donc c'est cette même coiffure que porte Macy Lee Donner dans le film Lever de Soleil sur la Moisson, donc le film officiel. C'est donc une référence qu'ils ont décidé de faire à ce fan-film qui a tant compté pour les fans des Hunger Games. Sur Macy Lee, on peut également remarquer un autre détail qui fait que Macy Lee aime Macy Lee, c'est le collier en perles qu'elle porte autour du cou, puisque Macy Lee est toujours décrite dans le livre comme portant énormément de bijoux. Donc là dans le film on peut retrouver un petit peu ce détail avec son collier, donc elle porte qu'un seul collier, mais je suppose que pour la reine elle s'est dit que ça allait être plus pratique. Mais Macy Lee, vraiment les bijoux c'est quelque chose de très important pour elle, elle a notamment aidé tous les tribus qui allaient entrer dans les 50e Hunger Games à faire des bijoux à eux, qui seraient donc des objets qu'ils pourraient emmener dans l'arène. Donc voilà, Macy Lee, pour elle les bijoux comptent énormément, donc j'étais contente de voir que dans la bande-annonce elle porte également ce collier. Ensuite avec le numéro 8, on a un plan sur les plantes toxiques qu'il y a dans l'arène, donc ça nous montre les plantes. Si on n'a pas lu le livre, on se dit juste ouais c'est beau l'arène, ils ont mis des parterres de fleurs. Non 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 c'est vraiment des plantes toxiques. Donc dans le numéro 8, à l'intérieur du numéro 8, on peut remarquer qu'il y a une image d'Haymitch et Lenore Dove, donc sa petite amie. Lenore Dove d'ailleurs, la petite amie d'Haymitch, c'est peut-être l'un des personnages que j'ai le plus hâte de voir dans le film, puisque c'est un des personnages qui m'avait le plus touchée et l'un de mes personnages préférés du livre Lever de Soleil sur la Moisson. Donc déjà là de la voir dans la bande-annonce, j'étais très contente. Ensuite avec le numéro 7, on retrouve Haymitch et Macy Lee, sûrement après qu'ils aient fait équipe dans l'arène. Ça c'est d'ailleurs un détail qui est très intéressant, Haymitch qui était notamment partie plutôt en solitaire dans ses
ces Hunger Games là. J'ai vraiment hâte aussi de voir dans ce film là cette équipe que forment Macy Lee et Haymitch et cette amitié qui va se former entre deux. Et à l'intérieur du chiffre 7, on peut voir le collier de Macy Lee Donner entre les mains, donc sûrement les mains de Macy Lee. Donc si on a un plan qui a été fait sur le collier de Macy Lee Donner, à voir l'importance qu'il va avoir dans le film. Ensuite le décompte va au numéro 6 et avec ce numéro on passe au personnage de Silka, donc l'une des 4 tribus du district 1. C'est vraiment un personnage à retenir avec cette bande-annonce. C'est l'une des, comme Panache en fait, l'une des plus grandes menaces de ces Hunger Games là. Et sur ce plan là, on peut notamment remarquer que Silka, elle porte une bague en argent, donc bague qu'elle ne portait pas dans le livre, donc potentiellement que pour le film ils ont voulu lui rajouter cet objet personnel là qu'elle ait pu emmener dans l'arène. Ensuite on continue avec le chiffre 5, avec ce plan-ci on retrouve Wyatt, l'un des 4 tribus du district 12. Wyatt c'est un personnage très intéressant et qui soulève énormément de questions par rapport au district et ce qu'ils pensent vraiment des Hunger Games. Ensuite avec le chiffre 4 on retrouve un plan de Loulou et Haymitch qui marchent ensemble dans l'arène, donc peu après le début des jeux. On peut voir Loulou dans l'image principale, tandis que dans le 0 du chiffre on retrouve le personnage de Louella. Donc c'est une image qui pourrait faire penser qu'elle a été tournée dans le district 12, puisque notamment on pourrait peut-être reconnaître la plaque en fond de Louella. Donc voilà, on retrouve le personnage de Louella pour l'unique et seule fois de la bande-annonce dans le 0, ce qui montre un petit peu que Louella c'est la première tribu à être morte lors des 50e Hunger Games, mais qu'elle n'a pas été comptée, du coup c'était un petit peu le tribut 0. On continue avec le numéro 3 où on retrouve un plan d'Haymitch et Macy Lee avant ce que je suppose être leur entrée dans le labyrinthe. On peut voir le labyrinthe notamment autour de l'image. Et dans le numéro 3, donc on est en superposition avec le plan où on voit Haymitch et Macy Lee. J'ai d'ailleurs adoré ce détail là dans la bande-annonce, d'avoir à chaque fois 2 images. Une image dans l'image, donc l'image principale avec le plan principal, et puis ensuite avec le numéro qui est dessus, on a une autre image qui est apposée à l'image. Bref, j'ai trouvé ça vraiment génial pour cette bande-annonce. Et donc là dans ce numéro 3, on retrouve plein de mains levées avec ce signe assez distinctif du district 12, ce signe avec les 3 doigts. Que font les habitants du district 12 pour honorer quelqu'un de mort? Donc on retrouve ce signe là dans le numéro 3, ce qui nous interroge à savoir à quel moment du film, eh bien, est-ce qu'il aura lieu. Donc quand on a lu le livre, on se doute bien que ce sera sûrement pendant l'enterrement qu'on retrouve à la fin du livre. Donc peut-être bien que ce sera le signe qui aura lieu à ce moment-là, donc durant l'enterrement, ou bien au retour d'Haymitch dans le district de 12 pour célébrer les tribus morts lors des Hunger Games, mais en tout cas on aura ce signe dans le film, on aura déjà l'importance de ce signe et peut-être un petit peu un avant-goût de cette rébellion qui va avoir lieu 24 ans plus tard avec Katniss. Avec le chiffre numéro 2, on retrouve le visage d'Haymitch avec une émotion assez intense, donc de peur et de préparation quant à la fin du décompte et le début des 50e Hunger Games. Les jeux vont commencer, il veut aller jusqu'à la corne d'abondance, récupérer un sac à dos, une arme, quoi que ce soit, et ensuite retourner à sa mission. Le décompte continue jusqu'à atteindre le numéro 1, et avec ce numéro, à l'image, on peut voir eh bien, tous les tribus autour de la corne d'abondance, c'est une image de l'arène, qui nous montre encore une fois ce nombre de tribus, pas du tout habituel pour des Hunger Games. À ce moment-là de la bande-annonce, on a de nouveau ce changement de cadrage de l'image, ce qui nous permet de voir l'image en entier. Et donc une fois le décompte terminé, tous les tribus courent jusqu'à la corne d'abondance, et on peut notamment voir Panache bousculer Haymitch dans sa course jusqu'à la corne d'abondance, donc bousculade que je pense voulue, et donc on a tous ces tribus qui courent jusqu'à la corne d'abondance qui change un petit peu par rapport au livre notamment, puisque là vraiment tous les tribus courent. On a ensuite une image qui nous montre à quel point cette arène est différente par rapport aux autres qu'on a pu voir dans les autres films Hunger Games, ou les autres qu'on a pu lire et découvrir dans les livres Hunger Games. Donc c'est une arène totalement différente des autres arènes, tout change pour ces 50e Hunger Games et pour ces jeux d'expiation, et dans ce plan on peut également remarquer un lever de soleil, donc ce qui n'est pas sans signification par rapport au titre du livre et par rapport à la signification du lever de soleil dans les jeux d'Haymitch. On a ensuite un plan sur un personnage très important, le seul personnage à être dans tous les Hunger Games, donc que ce soit dans les films ou dans les livres. C'est donc le personnage du président Snow, et donc dans cette image qu'on voit du président Snow, il se trouve, on peut le penser dans le Capitole, notamment avec le fond qu'il y a derrière lui, c'est ce qu'on pourrait penser, et donc on voit le président Snow, et je pense qu'il correspond totalement à cette vision qu'on aurait eue de son père, ce qui nous rappelle cette citation de sa cousine Tigris qui lui dit « Tu ressembles à ton père, il a totalement changé, c'est un homme qui a atteint le pouvoir en empoisonnant ses ennemis, c'est d'ailleurs pour ça qu'il porte sa rose si près de sa bouche, pour pas qu'on sente un petit peu eh bien, la pourriture qu'il y a dans sa gorge, puis énormément, puisqu'il buvait le même poison avant de prendre des antidotes. C'est un personnage qu'on redécouvre dans la bande-annonce, et on voit un petit peu l'évolution qu'il a pu avoir depuis les 10e Hunger Games, et personnellement, j'ai vu que j'étais pas la seule à penser ça, mais je trouve que Snow a très très mal vieilli. Donc il est interprété par Ralph Fiennes, mais je trouve que c'est assez bizarre, parce que du coup là, dans ce Hunger Games là, il doit avoir 58 ans, mais
je trouve qu'il fait beaucoup plus âgé, et sa perruque ça joue aussi sur le fait qu'il fait beaucoup plus âgé et on dirait qu'il a finalement le même âge que lors des Hunger Games de Katniss. Donc ça c'est assez étrange et je pense que c'est un des détails qui a le plus dérangé avec cette bande-annonce, puisque finalement Snow paraît extrêmement vieux, alors que finalement il a 58 ans, seulement 40 ans de plus que lors des 10e Hunger Games. Cette image elle en impose et on voit tout de suite à qui on a affaire avec le président Snow, je trouve, et j'ai trouvé ça bien avec ce plan sur Snow, c'est la veste qu'il portait, puisqu'il porte une veste rouge, et c'est une tenue qu'il porte déjà dans la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, et c'est également une tenue qu'il porte dans les Hunger Games avec Katniss. Donc j'ai trouvé ça bien de lui mettre ce vêtement rouge, et notamment on peut remarquer, si on regarde bien les boutons qu'il y a sur sa veste, que sur ces boutons, eh bien il y a le logo de Panem. Donc voilà, ce plan sur Snow, c'est peut-être celui qui a le plus dérangé lors de la bande-annonce, mais mine de rien, l'ambiance qui se dégage du personnage est parfaite par rapport à ce qu'on peut voir dans le livre. On a ensuite un plan d'Haymitch et Ampère lorsqu'ils découvrent l'une des entrées qui mènent jusqu'au tunnel qui vont jusque sous l'arène. Donc on a ce plan-ci dans la bande-annonce qui nous montre un petit peu cette équipe qui forme tous les deux, cette équipe qui le forme pour la cause rebelle, et donc cette entrée du tunnel qui est très importante dans l'histoire. Ils ont vraiment été chargés par Beetee et les rebelles d'aller sous l'arène pour essayer de la détruire, et donc cette entrée qui est montrée dans la bande-annonce, cette entrée jusqu'au tunnel, je trouve ça bien de l'avoir dans la bande-annonce déjà un an avant de voir le film, puisque ça montre qu'on n'oublie pas la mission que Haymitch et Ampère ont avant même d'entrer dans l'arène. Sur ce plan-ci, on peut aussi remarquer qu'Haymitch a réussi à récupérer un sac à dos lorsqu'il est allé à la corne d'abondance. On a ensuite un passage qui n'existe pas dans le livre mais qui est montré dans cette bande-annonce. C'est un plan d'Haymitch et Ampère qui se font un câlin, donc je suppose qu'ils se font ce câlin une fois qu'ils se retrouvent après le gong, après le début des Hunger Games, lorsqu'ils se retrouvent pour ensuite aller mener leur mission et détruire la reine, et je trouve ça très intéressant, le fait qu'ils aient rajouté un petit peu plus ce côté amitié qui existe entre eux, et vraiment cette affection qu'ils portent l'un pour l'autre, donc je trouve ça vraiment bien que dès la bande-annonce, ils nous montrent un petit peu cette amitié qui se forme. On a ensuite un plan d'Haymitch seul qui court dans l'arène, donc moi je suppose que ce plan, vu qu'il porte la cape, etc., ça a l'air quand même au début des jeux, je pense que c'est juste après le lancement des 50e Hunger Games, lorsqu'il court tout seul pour échapper aux tribus carrières. La bande-annonce continue ensuite avec un plan sur Plutarch Evensby, et la première chose à laquelle j'ai pensé en voyant Jess Plemons en Plutarch Evensby, c'est à quel point eh bien, le casting est parfait pour ce personnage-là, et à quel point ça correspond au personnage de Plutarch. Et donc avec le décor qu'il y a derrière lui, on peut supposer qu'il est dans le district 12, donc potentiellement lors de la moisson dans laquelle Haymitch est sélectionné. Donc puisque Plutarch à ce moment-là, il est chargé, son métier en fait lors des 50e Hunger Games, c'est de suivre et de filmer les tribus du district 12. Donc il est chargé de faire ça, donc c'est pour ça notamment qu'il se trouve dans le district 12. On continue ensuite avec un plan d'un autre personnage dont j'attends beaucoup dans ce film, c'est un plan sur Lénore Dove, donc l'une des Covey, la petite amie d'Haymitch, et donc on la retrouve dans ce plan, dans la prairie, donc la prairie que les Covey affectionnent particulièrement. On retrouve notamment Lucy Gray dans cette prairie, mais également Katniss 25 ans plus tard. Donc elle est dans cette prairie avec ses oies, et si on regarde bien sur ce plan-là, eh bien on peut remarquer qu'il y a une ressemblance entre la jupe que porte Lénore Dove dans ce plan-là, ainsi que le corset que porte Lucy Gray lors de sa moisson. Donc est-ce que du coup ça veut dire que Lénore Dove a recyclé le corset que portait Lucy Gray à l'époque? Donc ça peut soit signifier ça, ou soit signifier tout simplement que Lucy Gray n'est pas oubliée, que Lucy Gray est un personnage qui garde une importance dans ce film-là aussi. Lénore Dove joue de l'accordéon, ce qui nous montre un petit peu l'importance de la musique pour les Covey encore une fois, comme on l'avait déjà vu dans la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. On a ensuite Haymitch qui arrive, ils ont un moment ensemble, donc ce passage-là, je pense que c'est sûrement au début du film, lors de l'anniversaire d'Haymitch. Et ce qui prouve juste après que c'est lors de l'anniversaire d'Haymitch au début du film, eh bien c'est le cadeau que fait Lénore à Haymitch. Lénore Dove offre à Haymitch le briquet à silex, qui donc représente un serpent face à un gemme au cœur. Ce briquet à silex qui va être très important. Vraiment, j'ai l'impression, je dis que tout va être important, mais c'est qu'il y a tellement de détails à retenir que c'est ça. Par contre, le briquet à silex, retenez vraiment cet objet, puisque c'est un objet qui a son importance, il est notamment sur la couverture du livre. Ce briquet à silex, c'est notamment l'objet personnel qu'Haymitch va emmener dans l'arène, et ce briquet a été confectionné par Tamembert, un des Covey qu'on connaît pour l'avoir vu et découvert dans la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Donc il a été créé par Tamembert, et ce qu'on ne peut pas s'empêcher de remarquer sur ce briquet dans le film, c'est les couleurs du briquet, qui sont un peu bleutées, violet, et donc c'est des couleurs qui peuvent être réalisées sur un métal après être passées dans le feu, donc ça peut être pour ça que le briquet a ces couleurs, mais ces couleurs ne sont pas sans rappeler évidemment les serpents du Dr Gold dans la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Mais ces couleurs peuvent également rappeler forcément l'amour des couleurs qu'ont les Covey, c'est vraiment dans la culture Covey d'être coloré, donc ces couleurs peuvent être aussi liées à ça, on se souvient tous de la robe de Lucy Gray arc-en-ciel, donc peut y avoir plusieurs significations par rapport aux couleurs de ce briquet, sans oublier du coup que le briquet dans le livre de base il était couleur or, donc ça c'est vraiment un changement qu'ils ont fait dans le film. On a ensuite le seul plan de la bande-annonce où on voit Sid, le petit frère d'Haymitch, ils sont donc dans leur chambre je suppose de leur maison, et Haymitch
Haymitch montre à Sid son nouveau cadeau. Il lui fait une démonstration du briquet pour lui montrer comment il marche, et sur le plan d'après, on voit de nouveau le briquet en action, alors qu'Haymitch est dans l'arène avec Loulou et qu'ils allument une fleur. Donc voilà, ça montre un petit peu déjà dans la bande-annonce l'importance qu'a ce briquet. Ensuite, on a un plan d'un personnage, je pense, on a tous été heureux de voir ce personnage dans la bande-annonce. C'est un plan sur Effie Trinket, donc ce personnage qu'on adore découvrir et dont on adore voir l'évolution dans les Hunger Games de Katniss. Et donc là, on la voit, alors qu'elle est jeune, on voit Effie Trinket dans la bande-annonce. Déjà, premier détail qu'on peut remarquer sur Effie, c'est son collier papillon jaune qu'elle a autour du cou. Collier papillon qui n'est pas sans rappeler la robe papillon qu'elle porte lors de la moisson des 75e Hunger Games. Donc déjà, ce petit rappel, j'ai adoré dans la bande-annonce. Et donc pourquoi est-ce que Effie est dans les Hunger Games d'Haymitch? Pourquoi c'est un personnage qui va intervenir lors des Hunger Games d'Haymitch? Tout simplement parce que la petite sœur d'Effie, Proserpina, elle a un devoir pour l'école. Son devoir pour l'école, c'est d'habiller les tribus du district 12, leur faire un certain style, faire qu'ils aient des vêtements pour les interviews des tribus. Sauf que Proserpina n'a plus beaucoup de temps et qu'elle n'arrive pas à trouver des vêtements, et c'est donc Effie qui va venir sauver la situation. Donc c'est pour ça qu'on découvre le personnage d'Effie alors qu'elle arrive juste à l'âge adulte. Avoir casté Elle Fanning pour le personnage d'Effie Trinket, je trouve que c'est encore un très bon casting, ça correspond parfaitement à Effie Trinket, et je suis très contente de l'avoir vue dans la bande-annonce. Et donc dans ce plan-ci où on voit Effie, en arrière-plan, on peut notamment remarquer Proserpina qui est cachée derrière Effie, donc sa petite sœur qu'on peut voir à un moment donné, et puis aussi Vitus, donc le camarade de Proserpina. Donc voilà, sur ce plan-là, on voit un petit peu les personnages du Capitole qui vont intervenir dans l'histoire. La bande-annonce continue avec un plan du labyrinthe, enfin de l'entrée, je suppose, du labyrinthe, avec devant cette entrée du labyrinthe, Macy Lee et Haymitch qui s'apprêtent à rentrer dans le labyrinthe. Et ce qu'ils vont trouver de l'autre côté de ce labyrinthe, c'est tout simplement la bordure de l'arène. Une découverte qui aura énormément d'impact sur l'histoire. On peut d'ailleurs voir dans la bande-annonce que de l'autre côté du labyrinthe, la partie de l'arène, donc la bordure de l'arène, a une nature qui est assez morte, a une nature qui n'est pas vivante, parce que notamment les game makers qui ont créé cette arène ne pensaient pas que les tribus iraient à la bordure de l'arène de l'autre côté du labyrinthe. Donc ils n'ont pas fait en sorte que ce soit joli pour les caméras. La bordure de l'arène n'était pas censée être un lieu montré lors des 50e Hunger Games. On continue avec un plan un peu plus rapproché sur les visages d'Haymitch et Macy Lee, surtout qui est au premier plan, et on peut voir notamment que le visage de Macy Lee est déjà blessé, donc à voir ce qui a pu lui arriver, on peut avoir plusieurs théorie par rapport à ça, parce que dans le livre il se passe plusieurs choses pour qu'elle ait déjà le visage blessé, donc à voir dans le film ce qui s'est passé pour qu'elle soit dans cet état là. On a ensuite un plan d'Haymitch qui est très clairement le plan d'Haymitch à la fin de ses jeux, lorsqu'il retient ses organes de sortir de son ventre avant que Silka ne lui lance sa hache dessus. On a ensuite un plan sur une tribu qui court, une tribu qui est très clairement donc Silka, la tribu du district 1, donc c'est la tribu qu'on vient juste de voir dans le plan d'avant avec sa hache, donc c'est un petit rappel de montrer voilà l'importance de cette tribu dans les jeux, cette tribu qu'on ne doit surtout pas oublier et qu'on ne doit pas mettre de côté. La bande-annonce continue avec un plan d'Haymitch qui réussit à forcer l'ouverture qui mène au tunnel sous l'arène pour détruire l'arène, donc ce plan encore une fois très intéressant de voir à quel point la mission est montrée dans cette bande-annonce, cette mission donnée par les rebelles, donc c'est intéressant d'avoir ce détail-là dans la bande-annonce, de voir à quel point ça va être bien représenté finalement dans le film, puisque moi ce plan j'ai adoré, la mise en scène, tout ça, donc moi je suis contente, je vois que c'est très bien adapté et que ça correspond parfaitement à ce qui se passe dans le livre. On a ensuite un plan d'Haymitch et Panache qui s'affrontent, affrontement qui a forcément, je pense, marqué tous les lecteurs, et donc qui est intéressant à redécouvrir déjà directement dans la bande-annonce. Avec le plan d'après, on a un contraste qui est fait par rapport aux Hunger Games, la dureté de la vie dans les districts, tout ça. On a un plan donc de Drusilla qui boit ce qui je suppose être de l'alcool, donc c'est vraiment ce contraste entre les habitants du Capitole qui eux profitent pleinement de la vie sans se soucier un petit peu de la faim, de la dureté de l'existence, et bien c'est ça, on a Drusilla qui boit de l'alcool pendant que les enfants des districts meurent de faim autour d'elle dans le district 12. Donc voilà, ça montre un petit peu ce contraste avec Haymitch qui est en train de se battre, peut mourir, et puis Drusilla, elle, la moisson, c'est un moment assez festif finalement pour elle, elle va envoyer des enfants mourir dans l'arène, mais pour elle c'est festif, c'est ça la culture du Capitole. Donc voilà, on a ce contraste là, juste avec ce plan de boire devant les enfants du district 12 avant de faire la moisson. Dans la bande-annonce, je trouve qu'on retrouve déjà beaucoup de scènes de bataille qu'Haymitch a avec les autres tribus, puisque là on retrouve aussi un plan d'une scène où Haymitch se bat avec une tribu, je suppose, du district 9, donc qui est alliée avec Silka, et donc je trouve ça vraiment bien que dans la bande-annonce il nous montre toutes ces batailles et tous ces affrontements, puisque c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans le livre, à quel point Haymitch se bat, donc c'est vraiment bien de nous montrer déjà ça dans la bande-annonce, à quel point Haymitch est un personnage qui doit se battre pour survivre. Ensuite on a un plan, vraiment on m'aurait dit
dit qu'un an avant la sortie du film, on aurait déjà un plan de ce passage-là, donc du film, je vous aurais pas cru très clairement, et même quand j'ai vu la bande-annonce pour la première fois, j'ai pas cru, enfin j'en croyais pas mes yeux d'avoir ce plan-là sous les yeux. C'est tout simplement le plan de la maison en feu, donc un passage qui se passe à la fin du livre, à la fin du film. Donc on a ce plan-là de la maison qui brûle, et on a donc en premier plan Haymitch qui s'écroule par terre, donc Haymitch qui est en tenue blanche, donc une tenue qui je pense lui a été donnée par le Capitole, donc une tenue qu'il a portée après sa victoire, une de ses tenues de vainqueur, peut-être la tenue qu'il a eue lorsqu'il a été couronné, la tenue qu'il portait dans le train pour rentrer dans son district. Donc Haymitch est dans sa tenue blanche et il est soutenu par deux de ses meilleurs amis, donc par Burdock, le père de Katniss et de Prim, et puis aussi Astrid, la mère de Katniss et de Prim. Ces deux personnages-là soutiennent Haymitch dans sa tristesse, moment je trouve qui est très bien montré dans la bande-annonce, j'ai hâte de voir ça au cinéma. Et ce qu'on peut remarquer, vraiment ce qui n'est pas à manquer dans ce plan, c'est la coiffure de la mère de Katniss, la coiffure d'Astrid, qui est la même coupe de cheveux qu'Astrid fait à Katniss avant qu'elle soit envoyée dans les jeux, puisqu'elle a cette tresse finalement toujours associée à Katniss, cette tresse sur le côté, tout ça, et bien Astrid elle porte cette tresse qu'elle fera 24 ans plus tard à sa fille avant que sa fille soit envoyée dans les jeux. Donc voilà, ça je trouve c'est un petit détail qui nous rappelle Katniss, ça montre que Katniss est quand même un peu présente à travers sa mère dans ce Hunger Games là, donc voilà, j'avais trouvé ce petit détail assez important, donc je voulais vous en parler, cette tresse que porte Astrid. On a ensuite un plan d'Haymitch qui crie, donc de douleur, de tristesse ou encore de colère, on ne sait pas, alors qu'il est dans l'arène. Haymitch crie et on voit un petit peu sous lui un uniforme des jeux, et je me dis ça peut donc être peut-être après la mort d'un tribut, peut-être après la mort d'Ampère, après la mort de Macy, peut-être plus après la mort d'Ampère parce que je vois pas de corps personnellement, mais en tout cas voilà, c'est sûrement après la mort d'un tribut, c'est un moment qui a l'air intense et c'est sûrement un moment qui va tous nous faire pleurer quand on verra le film, ça j'en suis sûre. Ensuite la bande-annonce continue avec un plan plutôt large sur l'arène et un plan du volcan qu'il y a dans l'arène, volcan qu'on croyait éteint, volcan finalement qu'on croyait que c'était une montagne, mais volcan qui a une éruption dans l'arène, ce qui va causer notamment la mort de plusieurs tribus. Et ce qu'on peut remarquer dans ce plan, c'est notamment la corne d'abondance qu'on voit un petit en contrebas, et la corne d'abondance est allumée. Donc qui allume la corne d'abondance? Est-ce que c'est juste que la corne d'abondance va être restée allumée pendant tous les jeux? Pourquoi la corne d'abondance est allumée? C'est un choix intéressant pour le film, mais donc voilà, j'ai remarqué que la corne d'abondance est allumée la nuit, donc voyons voir ce que ça signifiera dans les films. Mais en tout cas, il y a une éruption du volcan et Haymitch y assiste. Ce plan-là, plus large de l'arène avec le volcan qui explose, est suivi d'un plan, je pense, qui fait partie de la même scène, de Haymitch qui se tient la tête alors qu'il réalise à quel point ces jeux vont être différents et à quel point l'arène de ces jeux est mortelle et à quel point finalement il ne doit pas faire attention simplement aux autres tribus et aux carrières, mais aussi à cette arène qui veut sa mort. La bande-annonce se termine donc sur ce plan-ci d'Haymitch et on entend par-dessus la voix de Woody Harrelson, donc l'acteur d'Haymitch dans les films avec Katniss, et la voix de Woody Harrelson dit, cette voix qu'on connaît tous donc, la voix dit « je pense que ces jeux vont être différents ». Et là, la bande-annonce se termine et je trouve ça tellement impactant et tellement c'est ça, significatif, cette voix qui est ajoutée au montage, cette voix vraiment de l'acteur qu'on connaît tous, et puis ça se termine là-dessus la bande-annonce. Et moi ce passage-là avec la voix de Woody Harrelson, c'est pas sans me rappeler la fin du film La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, puisque vous savez à la fin du film, on entend la voix de Snow, donc la voix de Donald Sutherland, qui dit donc une phrase très importante pour le film, et le film se conclut là-dessus, et donc moi ça me rappelle ce passage-là finalement de La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, d'avoir la voix de Woody Harrelson, donc du Haymitch qu'on connaît, la voix du Snow qu'on connaissait, etc. J'ai trouvé ça très bien, ce petit clin d'œil, c'est ça, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, de rajouter la voix qu'on connaît sur ce film-là nouveau, tout ça, nous rappeler un peu les premiers Hunger Games qu'on a vus. Donc vraiment, c'est ça m'a rappelé ce détail-là, j'ai trouvé que c'était un clin d'œil assez intelligent finalement qui a été fait à la fin de cette bande-annonce. Et à voir si cette voix, du coup, sera aussi présente dans le film ou si c'était juste pour la bande-annonce, pour faire cet impact-là sur les personnes qui aiment les Hunger Games. Et donc après ces plans-là, la bande-annonce se termine avec le logo de Lever de soleil sur la moisson. Donc voilà, ça se termine là-dessus, avec donc la date d'annonce et puis le titre du film. Et voilà, donc la bande-annonce se termine là-dessus. J'ai pas grand-chose à dire sur ce logo qu'on connaissait déjà, si ce n'est que la bande-annonce se termine merveilleusement bien et que ça me donne juste beaucoup trop hâte de voir le film. Donc voilà, je pense que c'est l'analyse la plus complète que je peux vous faire sur la bande-annonce qui est sortie la semaine dernière. J'ai mis du temps à écrire cette vidéo, j'aurais voulu vous la sortir plus tôt, mais finalement analyser chaque plan m'a pris du temps. J'ai aussi fait beaucoup de recherches, que ce soit sur Reddit, sur des vidéos YouTube qui étaient déjà sorties, ou encore sur des TikTok. Finalement, il y avait beaucoup de personnes qui proposaient des choses intéressantes. Donc finalement, j'ai fait beaucoup de recherches aussi pour cette vidéo, pour faire vraiment quelque chose de complet, avec regrouper toutes les informations qu'on a déjà pu voir sur internet par rapport à cette bande-annonce, et aussi ajouter
ajouter un petit peu moi ce que j'ai pu remarquer. Donc voilà, j'ai mis du temps à écrire cette vidéo, elle ne sort que maintenant, mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Et puis maintenant finalement j'ai plus qu'une hâte, c'est que le film sorte d'ici un an, donc avant sa sortie je pense que je relirai forcément Lever de soleil sur la moisson et les autres Hunger Games pour être préparée au maximum. Et bien sûr dites-moi si avant la sortie du film vous voulez d'autres vidéos sur les Hunger Games, si vous voulez d'autres vidéos théories, d'autres vidéos sur les Hunger Games qui vous apprennent des choses sur cet univers qui moi me passionne, me révolte. C'est un univers vraiment que j'aime aborder, c'est un univers sur lequel j'aime m'intéresser, puisque c'est tellement un univers intelligent je trouve. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse d'autres vidéos sur les Hunger Games. Moi je le dis en tout cas, si je pouvais ne parler que de ça, je ne parlerais que de ça, puisqu'en ce moment je suis de retour un petit peu dans ma période obsession sur les Hunger Games. Donc dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur les Hunger Games. En tout cas j'ai adoré faire cette analyse sur la bande-annonce. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est déjà très longue, donc je vous dis au revoir maintenant, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Là je me demande juste comment on est censé faire pour attendre encore un an avant la sortie du film. Moi j'ai envie de dire, il a l'air prêt là le film, sortez-le la semaine prochaine. Bref, gros bisous.